Révélation sur Barbe Noire, révélation sur Xebec, visage à découvert de Xebec. Les spoils d'aujourd'hui vont être totalement légendaires. Donc bonjour à tous, bienvenue les gars pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live sur les spoils du chapitre 1154. On va avoir énormément d'informations. Oda a décidé de revenir en force après une semaine de pause. Et d'ailleurs, pas de pause la semaine prochaine, je préfère vous le dire tout de suite. Donc juste avant de commencer les gars, oubliez pas, si jamais vous voulez participer au développement de la chaîne, vous avez tout simplement pour la team YouTube, le petit like, le petit follow, le petit commentaire pour nous aider dans l'algorithme et le référencement. Vous avez également Twitter, c'est là-bas où je poste tous les spoils, que ce soit les spoils d'aujourd'hui, les spoils complémentaires, même des infos sur l'actu One Piece, le live action sur plein de trucs les gars, n'hésitez pas à aller checker, même gaming et tout. Et sinon vous avez le Discord, donc voilà, le Discord c'est là où on se réunit, c'est là où je mets toutes les informations de l'entièreté de la chaîne. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à y aller. Et ça, c'est sans compter les souscriptions qui permettent tout simplement de participer au développement financier de la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui sub, ça fait grave plaisir. Vous êtes nombreux à sub tous les mois, à être fidèles au poste. Je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Donc voilà, grand merci. Et c'est parti pour ces spoils qui s'annoncent être totalement légendaires. One Piece, chapitre 1154, c'est maintenant. Donc on est parti les gars, chapitre 1154, j'espère que vous êtes bien prêts parce qu'il y a énormément d'informations dans ces spoils, on va tout décrypter de A à Z et vous me direz tout simplement ce que vous en pensez juste après avoir réagi tout simplement. Donc c'est parti, chapitre 1154, le titre c'est incapable de mourir ou peut-être impossible de mourir, on verra un petit peu la traduction officielle mais je pense que ça va avoir du sens avec le chapitre, surtout que là actuellement avec les spoils actuels on n'a pas vraiment je pense la réponse à cette question, on va le voir tout de suite. Donc on commence avec la couverture, donc la mini-aventure de Yamato, ou Ocho. Donc Ocho c'est du coup celle qui gère les Yakuza, celle qui gère la pègre, et du coup elle emmène Yamato à la tombe d'un héros du West Blue qui a été élevé à Ringo. Ouh, un héros de West Blue qui a été élevé à Ringo. C'est aberrant, hein. Je pense qu'on pense tous à la même personne les gars. Donc assez fou que dans la mini-aventure de Yamato ils aient décidé de mettre cet héros spécial. Est-ce que c'est quelqu'un en rapport avec Zoro? Je pense énormément, surtout que c'est un petit peu la contrée de Ringo. Voilà, c'est pas très loin du sanctuaire d'Enma, donc peut-être qu'il y a du sens par rapport à ça, mais restez prudent par rapport à tout ça parce que ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un Shimotsuki, ça pourrait être quelqu'un d'autre, pour l'instant on sait pas trop. Donc let's go, on commence directement les révélations du chapitre avec après l'incident avec Big Mom, Elbaf a été frappé par des catastrophes comme des incendies, des tempêtes ou des famines. Donc c'est les fameux événements où à chaque fois qu'il y aura un problème, on va mettre ça sur le dos de Loki et de la divination en mode c'est l'emoji, etc. Ensuite, on a alors que les géants désespérés allaient attaquer Ida et Ajrodin, le roi Harald est revenu à temps pour les protéger, apporter de l'aide étrangère à Elbaf. Donc voilà, c'est assez aberrant parce que on comprend pas pourquoi les géants désespérés s'en prendraient à Ida et Ajrodin. Donc peut-être qu'il y a deux clans. En gros, le clan qui déteste Loki et qui pense que tout ce qui est mauvais arrive à cause de Loki, et l'autre clan, peut-être ces géants-là, qui pensent que tout ce qui arrive de mauvais, c'est à cause d'Ida, parce que voilà, Ida, elle est pas originaire d'Elbaf, je pense que vous avez compris. Et du coup, je pense que ça se peut qu'ils croient d'une certaine manière que si ils attentent à leur vie, ils seront débarrassés de ces choses-là. Ou peut-être que c'est un autre événement qu'on va découvrir plus tard. En tout cas, pas plus d'informations par rapport à ça. Ensuite, on voit que Estrid est morte d'une maladie avant le retour du roi Harald. En revanche, Ida a ouvert un bar dans l'Underworld. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça voudrait dire que il pourrait y avoir des gens de la famille d'Ajrodin dans l'Underworld qu'on aurait pu voir ou qui auraient pu, je sais pas, discuter avec Shanks, etc., parce que voilà, c'est une zone où il est plutôt connu. Donc, gardez bien ça en tête parce que c'est des choses qui, pour moi, sont totalement possibles. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec des informations vraiment colossales. Il y a 56 ans, Harald
Harald est allé à la rêverie, mais le gouvernement l'a ignoré. De retour à Elbaf, Jarl a parlé à Harald du Galela, ou de la Galela Compagnie en général, mais le nom peut varier. C'est-à-dire que le nom ressemble, mais ça ressemble pas vraiment à la même Galela Compagnie qu'on a connue à Water 7 pour les personnes qui ont oublié. Tom, le train des mers, le fameux charpentier de la Galela Compagnie, bref. Et du coup, un groupe d'anciens et non anciens constructeurs de navires géants qui auraient été capturés par le gouvernement. Donc, il y aurait une potentielle chance, et je pense que oui, clairement, il y aurait une chance que la Galela Compagnie qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi le groupe d'anciens géants il y a 56 ans, pourraient être tout simplement les mêmes charpentiers. Peut-être que les charpentiers qui ont transmis de génération en génération les plans de Pluton pour lier à cette fameuse contre-mesure, eh ben peut-être que ces gens-là viennent tout simplement de Elbaf. Et que le groupe d'anciens et non anciens constructeurs de navires géants, je pense que c'est eux qui potentiellement sont à l'origine d'une certaine manière de la Galela Compagnie et qui pourraient avoir un lien avec Tom. Donc ça, on en parlera juste après. Alors, ensuite, on voit que la sœur d'Estrid a élevé Loki et l'a maltraité pendant que Harald était focalisé sur la reconstruction d'Elbaf. Comme quoi, on plaignait énormément Ajrudin parce qu'on avait vu 2-3 flashbacks. Je pense que là maintenant, on peut clairement dire que Loki en a vraiment bavé. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul moment où il a eu du répit. Entre sa mère qu'il détestait depuis la naissance, sa belle-mère, donc la sœur d'Estrid, qui l'a élevé et qu'il détestait tout autant. Je pense que Loki commence à comprendre que sa vie a été, je pense, la pire de toutes. Et aussi, ça pourrait justifier sa puissance. Peut-être qu'à cause de son enfance difficile, il a pu acquérir une puissance colossale. Peut-être que la haine qu'il a envers le monde pourrait faire de lui une personne surpuissante. Donc voilà, comme quoi, derrière chaque méchant, il y avait un enfant gentil. On continue. Soudainement, les pirates de Rox apparaissent dans l'Underworld et demandent à Loki s'ils sont à Elbaf et si Harald est dans les parages. Donc voilà, Rox, Zebek et l'équipage apparaissent tout simplement dans le flashback d'Elbaf. Donc voilà, je suis trop content les gars. J'ai même pas parlé du nombre de théories validées, on en parlera après. Mais gros, juste ça, je vous ai dit il y a quelques semaines, donnez un peu de temps à Oda. Il y a plein de personnes qui arrêtent pas de critiquer l'arc d'Elbaf. Plein de personnes qui disent ouais, mais moi je voulais voir ci, je voulais voir ça. Voilà, vous auriez été patient. Vous auriez eu tout simplement la totalité de ce que vous demandiez tout simplement. Moi je pensais même pas que ça allait arriver maintenant, je pensais qu'il allait prendre son temps, mais non, tu vois, même là je trouve qu'il est plutôt assez rapide à donner des informations. Donc voilà, tout ça on l'avait dit, flashback des Rox, on verra peut-être tout simplement la grande ère de la piraterie, on verra peut-être Shanks Loki, bref ça c'est des choses que j'ai teasé de nombreuses fois, il n'y a aucune surprise par rapport à ça. On continue. Et du coup on apprend que Rox a rencontré le roi Harald à la rêverie il y a 8 ans. Donc il y a 56 ans dans le présent. Mais après ça, Rox a tué un amiral de la marine et est devenu un homme recherché. Rox qui fait parler de lui, on comprend d'où vient sa puissance, on comprend aussi pourquoi tous les empereurs ont décidé de le suivre. Enfin, les empereurs d'aujourd'hui qui l'ont suivi à l'époque. Parce que tout simplement, Rox, c'est la puissance même. Je veux dire, tuer un amiral, c'est pas impossible pour les empereurs, mais voilà, c'est quand même une prouesse. Et il faut le faire, tu vois. Tuer un amiral, ça a vraiment beaucoup d'impact. Alors que juste, voilà, blesser un amiral ou battre un amiral, c'est pas pareil que tuer un amiral. Rox, Zebek montre enfin que tout simplement il est surpuissant. Je sais qu'il y a eu beaucoup de théories par rapport au fait que beaucoup de gens pensaient que c'était une fraude. Bon, enfin une théorie écartée. C'est pas une théorie que j'avais favorisée du tout, étant donné que toutes les raisons faisaient en sorte que Rox soit puissant. Je veux dire, Kaido il aurait pas suivi quelqu'un de faible. Pareil pour Big Mom, pareil pour Barbe Blanche, etc. Donc voilà, on termine avec la dernière phrase qui va beaucoup plaire à la plupart des membres de la communauté One Piece, étant donné que on voit enfin le visage complet de Rox Zebek. Donc voilà, on a le visage de Xebec, la révélation sur l'apparence de Xebec. Je pense que tout le monde va être complètement choqué, surtout qu'il a les cheveux bicolores et ressemble à Barbe Noire. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que Rox Zebek est bel et bien le père de Barbe Noire. Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine. Donc on se régalera encore une fois la semaine prochaine d'un chapitre. Et voilà, Oda nous régale lui-même par toutes ces informations et on va pouvoir décrypter tout ça dans l'analyse. J'ai oublié de vous dire, on avait quelques petites infos complémentaires du liqueur Ridon ou des liqueurs Ridon, ils sont plusieurs. Et du coup, on va tout simplement décortiquer tout ça tout de suite. Alors, Ridon qui parle lui-même et qui donne ses impressions par rapport au spoil. Il dit « Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si ce groupe de géants experts en construction navale porte exactement le même nom que la Galela Compagnie de Water 7. Je suis convaincu que ces géants ont enseigné leur technique aux fondateurs de la Galela Compagnie. » On va en parler après les gars parce que franchement, si vous suivez la
chaîne depuis longtemps, vous allez être choqué de tout ce que j'ai à vous dire par rapport à cette information. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, il était déjà mentionné que la navigation avancée d'Elbaf était très attrayante pour d'autres pays. Logique, tout ça c'est logique. D'un point de vue histoire IRL, tout ça c'est logique. Et même d'un point de vue répartition des armes antiques, comment ça se fait qu'ils ont les plans, etc. Vous allez voir que tout est logique. On continue. Alors, cela, en plus d'avoir parfaitement du sens, est lié à un autre sujet, l'arme antique Pluton. Ça, je pense que vous voulez parler de ça, donc c'est logique et de toute façon on va en parler. Si ce groupe de géants possédait de grandes connaissances en construction navale, il est tout à fait possible que ce soit eux qui aient créé l'arme antique Pluton, et c'est pour cela que Tom avait les plans. Parce que ces géants les ont remis aux humains et qu'ils se sont transmis de génération en génération au sein de la compagnie. En plus, il y a autre chose à propos de ces géants qui est très croustillante et que je vous raconterai demain dans le résumé complet. Donc voilà, ils nous teasent encore une information légendaire, et comme je vous le dis à chaque fois, les spoils complémentaires et la réaction au chapitre sont tous les trois ultra importants, parce qu'il n'y a jamais une chose qui va donner toutes les informations sur le reste. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous habituer à regarder toutes les réactions qu'on fait par rapport aux spoils complémentaires et au chapitre, parce que chaque analyse a du sens et à chaque fois on essaye de détailler et de faire des théories en fonction de ça. Ok, on est parti. Donc déjà on va parler des choses les plus importantes, et voilà, les autres choses qui sont un peu moins importantes on en parlera demain, après-demain, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, Barbe Noire, fils de Xebec, bon voilà, c'est acté, c'est réel, c'était logique pour la plupart des fans de One Piece. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient que ce soit Baggy, le fils de Xebec. Bon, c'était pas les théories favorites de la chaîne, mais bon, on pouvait tout imaginer. On pouvait imaginer aussi Shanks. Je trouvais que Shanks avait beaucoup plus de sens, même si voilà, depuis très longtemps maintenant, on a la révélation sur le fait que ce soit un Fik Arland et le fils de Garling, mais aussi le frère jumeau de Shamrock. Donc voilà, comme ça au moins la lignée claire, nette et précis. Donc ça pareil, c'est des choses qu'on avait très longuement teasé par rapport à ça. Barbe Noire, fils de Xebec, ça ne m'étonne pas du tout, vraiment pas du tout. Et en plus de ça, vu qu'il a déjà hérité de la volonté de son père, c'était vraiment, même que ce soit son fils ou pas son fils, ça changeait rien pour moi, parce que la finalité voulait que Barbe Noire et Xebec soient liés juste de par la volonté. Et là, en plus de la volonté, il y a tout simplement l'héritage génétique. Donc ça c'est légendaire les gars, je suis trop content, parce que voilà, ça va totalement dans le sens de la plupart des théories de la chaîne. Donc voilà, c'est avéré, Xebec va montrer sa tête, il ressemble à Barbe Noire, et je pense que ça explique beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que Xebec, voilà, c'est un conquérant des mers, il connaît énormément de choses, et Barbe Noire, c'est aussi un conquérant des mers, il connaît énormément de choses. Deuxième chose, on peut stipuler que la mort de Xebec est avérée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Xebec va revenir, et qu'il est encore vivant. Ça, depuis ces spoils, c'est compliqué, vraiment compliqué. Déjà que c'était compliqué avant, là c'est encore plus compliqué, parce que il peut revenir sous forme de clone, sous forme de plein d'autres choses, mais en termes de il est encore vivant, il va revenir, ça c'est impossible. Déjà, juste au niveau du fait que c'est plutôt quelqu'un avec, je sais pas, une fierté, le fait de se faire battre, il aurait voulu revenir prendre sa revanche, tu vois. Et ça, il l'a pas fait, donc ça voudrait dire que il y a plus de chances qu'il soit mort, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que là, dans ces spoils, on voit que Barbe Noire, enfin, on savait déjà que Barbe Noire, quand il était petit, il avait une enfance triste. Si Xebec était encore en vie, il aurait pas eu une enfance triste, je pense. Il aurait plutôt eu un modèle, etc., etc. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui va dans le sens de Xebec est mort. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que Xebec soit l'antagoniste final du manga. Pour moi, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que sinon, Oda, ça voudrait dire qu'il va détruire toute la construction qui a été faite autour de Barbe Noire. Barbe Noire, c'est une construction légendaire, vous vous rendez pas compte, il l'a depuis Jaya. Donc Jaya, c'était l'île céleste, hein, on est dans les épisodes 150. Donc à partir de ce moment-là, il a fait grimper petit à petit exactement au même titre que Luffy. Et même au niveau des parallèles, voilà, Luffy c'est l'exact opposé de Xebec. Exactement, je pense, comme Roger était l'exact opposé de Xebec. Donc pour moi, c'était totalement logique que simplement notre ami Barbe Noire devienne l'antagoniste final du manga, mais version, on va dire, piraterie, tu vois. L'antagoniste final, mais dans le domaine de la piraterie. Par contre, il y a des chances que Im-sama soit l'antagoniste final du manga par rapport au siècle oublié, par rapport à la libération des peuples, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de très très probable. Et moi, il y a même une théorie qui me séduit plus qu'autre chose, c'est que Barbe Noire et Im-sama puissent fusionner d'une certaine manière. Que Barbe Noire accepte le côté démoniaque d'Im-sama en échange du trône, ce qui le ferait devenir roi du monde, et Im-sama lui donnerait les pouvoirs qu'elle a donnés, on va dire, à Dory, Broggy et tout ce qu'on a vu à Elbaf. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, va pouvoir se réaliser d'une certaine manière, et on aura tout simplement le monstre de la fresque. À la fin du manga, ce sera la fusion de Barbe Noire et de Im-sama, ce qui expliquerait la taille gigantesque
que le monstre faisait, parce qu'il était bien plus grand que le Loki qui était sur la fresque, et Loki est déjà quasiment au summum de ce qu'on fait en termes de taille. Donc voilà, pour moi, trop content, trop hâte de voir comment tout ça va se terminer. Donc ça, c'était pour le côté Xebec Barbe Noire. Je sais pas si j'ai tout dit, mais vous inquiétez pas, je vous redonnerai des informations plus tard, parce que demain, il y aura les spoils complémentaires, et le chapitre, tout simplement jeudi, donc vous inquiétez pas. Donc ça, c'était pour le côté Barbe Noire et Xebec. Et d'ailleurs, je tiens à le stipuler, les gars, théorie validée par rapport à ça, parce que je vous l'avais dit, je vous ai dit, les gars, rappelez-vous avec Ed, on a eu Kuma qui était à God Valley juste avant le flashback de Kuma, et en fait, on savait pas vraiment s'il était là-bas, on connaissait pas trop, et après, Oda l'a vraiment intégré. Et qu'est-ce qu'on a vu au début d'Elbaf? On a vu Xebec parler à Loki, et qu'est-ce qui s'est passé après? Flashback de Xebec, flashback de Harald. Donc voilà, tout est logique, je vous l'avais dit, ça s'est réalisé, je suis trop content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est les fameux géants constructeurs et la Galela compagnie. Ça, c'est légendaire. Pourquoi, les gars? Pourquoi c'est légendaire? Parce que déjà, il y a une tonne de théories validées que je vous avais dit par rapport à ça. Vraiment une tonne. Premièrement, je vous avais dit qu'Elbaf, pour moi, au niveau naval, ils étaient en avance. Bien avant le chapitre dernier. J'ai dit, là-bas, il y a tout. Il y a les constructeurs navals. Il y a aussi des géants. Les géants, au niveau de leur taille, ils peuvent construire des navires facilement. Et en plus de ça, il y a le matériel. Il y a le bois d'Adam, qui est pas du tout rare, qui est vraiment en abondance là-bas. C'est-à-dire que même si, par exemple, il y a une branche qui tombe à cause d'un incendie ou quoi que ce soit, bah, cette branche, elle va mourir. Donc, tout le bois, on peut l'utiliser pour construire des navires et faire ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que tout était déjà en place pour que Elbaf soit légendaire d'un point de vue naval. Et du coup, ça s'est complètement réalisé. Pourquoi? Parce qu'on apprend tout simplement que il y a des anciens guerriers géants et des géants lambda qui ont tout simplement créé quelque chose qui ressemble à la Galela compagnie. Donc, là, ils l'ont appelé la Galela, mais peut-être que le nom va diverger en fonction des traductions et en fonction de l'âge, parce que voilà, ça se passe quand même 50 ans, plus de 50 ans avant notre ère. Donc là, ce qui est intéressant dans cette information, c'est que pourquoi c'est important. Comme l'a dit Ridon, ce qui est important, c'est le fait que la Galela compagnie ressemble à ce qu'on vient de voir dans ces spoils. Et ben, c'est tout simplement, potentiellement, les anciens, et je dis bien les anciens, constructeurs dont Tom nous avait parlé. Tom, dans son flashback, nous avait parlé de pas mal de choses. Il l'avait dit à Franky, et c'est Franky qui nous a raconté. Il avait dit qu'il y avait des personnes qui leur avaient transmis des plans et que leur volonté, c'était d'avoir une contre-mesure contre l'arme antique. Et c'est là que tout va prendre son sens. Et au final, ces plans, il y avait marqué bel et bien Pluton dessus. Donc, instinctivement, la plupart des gens ont pensé que c'était les plans de Pluton. Ce qui est énormément possible. Mais ce qui n'est pas mon avis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, Pluton, on pourrait dire que c'est un navire, mais pour moi, Pluton, tout comme Shirahoshi, devrait être une forme humaine, un dieu. Les armes antiques portent le nom d'un dieu, sûrement, à mon sens, parce que c'est des gens considérés comme des dieux qui ont été potentiellement vénérés dans le flashback de Skypiea avec dieu de la pluie, dieu de la forêt, dieu du soleil, dieu de la terre. Pour moi, vous connaissez ma théorie, pour moi, dieu de la terre, c'est Pluton. Pluton, c'est l'équivalent d'Hadès, la terre, le tartare, la lave, bref, vous connaissez. Uranus, pour moi, ça pourrait être le dieu de la pluie, parce que voilà, c'est considéré comme le ciel, etc., etc. Mais bon, ça pourrait être aussi Shirahoshi, parce que voilà, l'eau, la pluie. Et on a le dieu du soleil, qui est tout simplement Luffy, et le dernier, c'est le dieu de la forêt. Donc le dieu de la forêt, on se demande pourquoi. Dieu d'Elbaf, très probable, étant donné le bois, le côté Pluton, bois, bateau. Bref, vous avez capté, tous les dieux, pour moi, ont un rapport étroit avec, tout simplement, chaque arme antique. Et en plus de ça, là, le fait que la Galela Compagnie confirme ça, rappelez-vous d'une chose. Pluton tire son lien de Wano Kuni, pas d'Elbaf. Pas d'Elbaf, les gars. C'est ça qui est important. C'est qu'en fait, Pluton est censé être à Wano, premièrement. Deuxièmement, il est censé être intégré à Wano. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les poneglyphes ont fait en sorte de placer Pluton à Wano pour l'intégralité des gens de l'époque, en tout cas, les gens qui ont écrit le message et même les gens qui l'ont transmis. Pluton est censé être à Wano. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un Pluton qui se retrouve à Water 7 à la Galela Compagnie. Ce qui est, d'un point de vue, pas logique, tu vois. Et en fait, moi, je vous ai déjà expliqué que Pluton, en tout cas les plans de la Galela Compagnie, sont pour moi, tout simplement, une contre-mesure, comme ça a été mentionné sur Water 7. Et les contre-mesures, pour moi, c'est quelque chose pour essayer de s'en sortir par rapport à tout ce qui s'est passé à l'époque. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est que Zuneisha vient de Wano Kuni d'une certaine manière, et elle a commis un crime. Et Pluton a été transmis comme contre-mesure à la Galela Compagnie. Donc c'est bizarre, vous voyez un petit peu qu'il y a une contre-mesure d'un côté, et de l'autre côté, on a potentiellement des gens qui auraient commis un méfait et qui auraient été punis pour ça. Et ces gens-là sont à Wano. Donc quand tu comprends ça, tu te dis, peut-être qu'en fait, des armes antiques, il y a les armes divines, les dieux, et il y a aussi les armes antiques type armes antiques réelles, tu vois. C'est-à-dire armes technologiques antiques.
tout comme pourrait être l'armantique Uranus version technologique, le fameux bateau des nerfs. Les plans de Pluton que Franky a pourrait être la version Pluton, mais technologique, et Pluton serait plutôt quelqu'un de divin, un petit peu comme Momonosuke, contrôlant des bêtes comme Zunisha. Bref, tout ça c'est des théories que j'ai déjà faites des milliers de fois sur la chaîne, donc je vais essayer de pas trop m'étaler là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que là, on a des confirmations qui vont dans ce sens-là. Elbaf, d'une certaine manière, on crée potentiellement les plans de Pluton, et le fait qu'il soit en possession de Pluton, c'est pas logique, parce que normalement c'est Wano Kuni qui devrait être en possession de Pluton, que tout simplement Wano Kuni devrait être aussi à l'origine de Pluton, de par l'histoire, de par tout ce qu'on a vu auparavant. Les seuls capables de graver les poneglyphes et tout, ils devaient avoir normalement technologie entre guillemets avancée par rapport à leur époque. Donc là, on se demande vraiment, tout simplement, quels sont les liens entre tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va bientôt savoir, je pense, ce qu'est l'armantique Pluton. Et d'un autre côté, on a un Loki qui est né avec des yeux démoniaques qu'on ne comprend pas, tout simplement, parce que ses yeux sont pas logiques dans ce qu'on connaît de One Piece. Mais peut-être que lui aussi pourrait être une armantique, parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a des armantiques de type divine, tel le dieu du soleil Nika, tel... Après, on me considère pas comme une armantique, mais en tout cas, Shirahoshi, dieu de la mer, ça a été dit, dieu de la mer, est bien considéré comme une armantique, mais aussi comme le dieu de la mer, parce que dans la fresque, ça a été dit comme ça. Donc pour moi, le dieu de la terre et le dieu de la pluie pourraient aussi être assimilés à des armantiques, mais type divine. Et de l'autre côté, les armantiques type technologique, pour servir de contre-mesure aux autres armantiques, seraient, je sais pas, peut-être les plans d'Ener, le plan du bâton Pluton, et aussi les plans peut-être du bateau le Noah, hein, qu'on a trouvé à l'île des hommes poissons. Voilà, une construction gigantesque avec tout simplement un bateau complètement géant qui pour moi a de fortes chances d'avoir été construit par des géants étant donné la taille tout simplement. Donc pour moi ça c'est des choses qui sont complètement concrètes, et le fait que voilà la Galée, la compagnie etc se dévoile par rapport au plan de Pluton dans ce chapitre montre clairement qu'il y a quelque chose qui va pas dans tout ça. Les plans de Pluton qui sont originaires d'Elbaf d'une certaine manière et qui sont transférés à Water 7, et de l'autre côté Pluton qui est censé être à Wano Kuni. Est-ce qu'on parle de la même armantique? Il y a des chances, mais les gars, moi j'ai ma petite idée sur la question, et jusqu'à preuve du contraire, on verra comment les choses vont évoluer. Donc voilà, je terminerai sur ça pour la vidéo d'aujourd'hui, parce que voilà, je voulais faire court et au final j'ai pas fait court, mais je reviendrai tout simplement prochainement pour détailler plus amplement tout ça, étant donné qu'on aura des informations mardi, je crois. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Trop content d'avoir des informations, que ce soit sur Barbe Noire, sur Xepec, sur un amiral mort, sur la Galée et la compagnie, sur des guerriers géants qui avaient une technologie avancée dans le domaine naval. Bref, vraiment un chapitre riche en informations, et il va y avoir, je pense, énormément de théories qui vont naître là-dessus, même si pour moi c'est déjà le cas. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude en fin de live, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour nous aider. Franchement, surtout avec toutes les théories validées, si vous voulez récompenser la chaîne, vous savez exactement comment faire. Ça coûte rien et franchement, ça nous aide énormément. Vous avez aussi le Discord si jamais vous voulez discuter, avoir des informations complémentaires comme mini-aventure, etc. Tout est là-bas. Et évidemment le Twitter pour avoir toutes les informations en direct. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller pour éviter de rater quoi que ce soit. Et je terminerai avec les petites souscriptions qui permettent tout simplement de soutenir financièrement la chaîne. Grand merci à vous, à toutes les personnes qui sub tous les mois. Franchement, les goats les gars. Donc voilà, je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et très bientôt.